Bonjour à tous. Je tiens à vous remercier pour votre invitation et me donner l'occasion de parler avec vous, d'échanger avec vous sur ce que nous faisons chez ADO. De manière assez rapide, je vais vous parler d'ADO. ADO, vous ne connaissez peut-être pas, mais vous connaissez sûrement nos marques. Leroy Merlin, Bricoman, Weldom, Zodio, Cabane en France et d'autres marques à l'étranger. Premier groupe européen du DIY, Do It Yourself, le bricolage. Troisième groupe mondial derrière deux Américains. On a franchi au mois de novembre les 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires TTC, un peu plus de 130 000 collaborateurs et on est dans 15 pays. 34 entreprises sont réunies dans le groupe ADO, spécialiste du bricolage. Alors, le sujet que je souhaite aborder avec vous, c'est le sujet de la transformation data-driven des entreprises. Et la question qui nous est posée, c'est comment transformer ADO, donc ADO au sens de l'ensemble de ces entreprises, en une entreprise data-driven. Alors, je suis arrivé ce matin, j'ai entendu beaucoup d'éléments très intéressants sur tout ce que l'on peut faire autour de ces sujets-là. Peut-être vous partagerez avec moi ce point de vue qui est de dire que souvent, on nous dit, eh bien, pour devenir data-driven, quelque part, il suffit d'un data lake, quelques data scientists, des data stewards, 2-3 startups en intelligence artificielle. Vous secouez bien, vous mettez un petit peu de sel et vous servez chaud. Normalement, ça vous fait la transformation. D'accord ? Pas vraiment. Pas vraiment. Il manque énormément de choses là-dedans. Je ne dis pas qu'un data lake, ce n'est pas nécessaire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de data scientist. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler avec des startups. Je dis que la transformation culturelle se place sur un autre plan. Il manque énormément d'ingrédients pour faire cette transformation. Alors, je vais vous passer une petite vidéo et je vous en parle après, la vidéo. Hi everyone. Today I'm happy to kick off the new edition of the Data Hacking Days, 3 days, 8 teams, and 7 major pain points we want to crack for our clients. So this means great challenges ahead of us, but also great performances and great business. Data, as you know, is a key ingredient to our transformation. 60 collaborators dedicating 3 days to demonstrate the power of human plus data. Each squad includes a variety of profiles, business and data experts, obviously, but also for the first time, performance coaches in each of those squads to demonstrate the power of data. Today we have 7 main pain points we're going to tackle, but I suppose you have those challenges in your everyday business. Take, for instance, stock availability in your stores, clients' needs in your catchment area, commercial operations with the right products, quantities and prices. These are the challenges we want to address with data. Being a data-driven company is all about focusing our energy on what will deliver the most business value for our clients and our teams. We want to use the data, we want to use the tools, and especially we want to use your business insights. Data hacking days happen only once a year, but data is an everyday topic. Now, you probably all feel concerned about this topic, but don't necessarily know how to hack those challenges. First rule, data is a business issue and not a tech issue. So the question is, what do you want to solve as a problem? What are your main pain points? This is key. Second, nothing is impossible with the right data, the right tools, and the right team. This is what I call being data-driven, acknowledging the fact that everything is possible thanks to data. Third, we already have some algorithms available on shelf for you to use, but sometimes we don't have the right solution. In this case, it's up to you to dig into this data. It's not always easy. Data doesn't come on a silver platter. It needs hard work, but this is why we have experts for you in your company to assist you. So we're only at the beginning of this data-driven journey and with great performances ahead of us. I wish all the luck to the squads that are going to compete in the next 3 days.
a lot of hard work, a lot of success in showing us that what was impossible is now possible thanks to data. Make it happen. Donc cette personne, c'est notre Global Leader Performance chez ADO, membre du comité de direction, qui est mon partenaire sur cette transformation data-driven. Et vous allez comprendre pourquoi nous travaillons en binôme sur cette transformation. Il a exprimé de manière synthétique exactement ce que nous essayons de faire et comment nous intégrons la data ADO comme étant un enjeu métier essentiellement et un enjeu culturel. Alors, comme tout bon scientifique, on va se poser la question de quel est le problème que l'on a à résoudre quand on essaye de faire une transformation culturelle. Henri Poincaré disait qu'un problème bien posé est un problème en partie résolu. Le problème tel que nous l'avons posé est le suivant. Comment faire entrer dans l'usage, et chaque mot est très important, comment faire entrer dans l'usage les techniques d'aide à la décision par les données et les techniques de l'apprentissage machine auprès de l'ensemble évidemment de nos collaborateurs. Je parle de technique et je ne parle pas de technologie. Technologie étant un anglicisme, je parle de la technique au sens français, c'est-à-dire la combinaison de plein de facteurs sur lesquels je vais revenir. Donc, technique. Alors, il faut se tourner vers les sciences sociales et les sciences du travail pour mieux comprendre encore ce que peut signifier cette révolution technique de l'apprentissage machine. Et je me tourne vers Christophe Dejours qui dit la chose suivante, la technique, c'est un acte sur le réel, initié à partir d'une culture et sanctionné par le jugement d'autrui. Cette phrase synthétise les trois grands axes sur lesquels nous pensons qu'il faut travailler pour effectuer un changement culturel. Il y a d'abord soi, et un changement culturel commence évidemment par se transformer soi-même ou aider à se transformer, et soi-même comment en agissant sur le réel. Donc on a un premier axe qui est l'action. Et je crois que sans doute, en tout cas je l'ai entendu déjà ce matin et en début d'après-midi, un algorithme c'est intéressant quand il amène à agir sur le réel pour effectuer quelque chose, régler des machines, souder des tubes, peu importe l'action qui est provoquée par la data. Ensuite, il y a soi vis-à-vis des autres. Et ça, c'est le fondement de la culture. Une culture, ce sont des éléments partagés, ce sont des habitudes que l'on a ensemble, ce sont des histoires que l'on se raconte, ce sont des héros que l'on a ensemble, ce sont des événements que l'on a vécu ensemble, des projets que l'on a gagnés ensemble, des difficultés que l'on a eues ensemble, c'est soi vis-à-vis des autres. C'est ça la culture essentiellement. Beaucoup d'habitudes, généralement. Et puis, il y a autrui qui évalue votre action sur le réel. Et ça, c'est l'efficacité. Et donc, c'est très intéressant puisque dans cette transformation data-driven, il va falloir revisiter l'ensemble de ce triangle et voir comment est-ce qu'on agit sur l'action, comment est-ce qu'on agit sur la culture et comment est-ce qu'on agit sur l'efficacité. Il s'agit donc d'un changement culturel et pas simplement d'un changement de technique ou d'appropriation d'un nouvel outil. Il s'agit donc d'acquérir des nouveaux savoir-faire pour pouvoir agir sur le réel. Et bien sûr, il va s'agir de faire évoluer la notion d'efficacité. La notion d'efficacité, c'est lié à la performance, et c'est pour ça que l'on travaille avec la filière performance chez ADO pour opérer cette transformation culturelle. Est-ce que c'est plus performant dans un magasin de gérer le réapprovisionnement des marchandises à la main, en étant un grand expert, en prenant des indications venant d'un algorithme classique basé sur des règles de gestion, en prenant des informations qui viennent d'un outil de machine learning qui va donner des conseils, ou en étant complètement automatisé et en laissant la machine prendre les décisions? Qu'est-ce qui est le plus efficace? Eh bien ça, il va falloir le réinterroger, parce que si on ne réinterroge pas ça, on ne transforme pas culturellement les choses. Puisqu'aujourd'hui, chez nous, pour la plupart des personnes en magasin, ils considèrent que c'est beaucoup plus efficace de le faire sur la base des règles de gestion classiques qu'ils utilisent depuis 20 ans dans nos magasins. Il va donc falloir faire la démonstration de l'efficacité de ces nouvelles approches liées à la data. Alors, le facteur de réussite de cette transformation, et c'est pour ça que j'ai appelé la présentation le facteur humain, c'est le facteur humain. C'est ça le cœur de notre action. Et donc, il faut que les personnes puissent témoigner de manière très simple en disant « j'ai compris ce qu'est la data, j'ai compris comment je peux l'utiliser,
je sais faire, je suis performante en utilisant ces nouvelles approches, et donc en étant performante, je suis reconnue parce que j'utilise ces outils, parce que j'utilise ces techniques. J'agis et je trouve des solutions, c'est-à-dire qu'au quotidien, j'arrive à répondre à des défis auxquels je n'arrivais pas à répondre auparavant. Et puis, évidemment, j'ai confiance. J'ai confiance en les données qui me sont proposées, j'ai confiance en l'accompagnement qui m'est proposé, j'ai confiance en l'évaluation qui est faite de ma performance au sein de l'entreprise. Cool. Et donc, me direz-vous, à juste titre, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? La première chose, c'est de déployer en production. Alors, c'était intéressant, j'ai entendu beaucoup de cas d'usage, de POC, de Proof of Concept, beaucoup en font, mais le travail le plus difficile, le plus complexe, c'est d'amener ces outils en production. Et ça reste un projet de changement métier, souvent qui peut être extrêmement complexe, la partie data science étant vraiment ice on the cake, comme disent les Anglais, c'est vraiment la chose la plus facile, la cerise sur le gâteau. Il faut faire le gâteau avant de poser la cerise. Et donc, chez ADO, les chiffres de l'année dernière, consolidés juste avant de venir, c'est 80 cas d'usage métier sur 2019. C'est beaucoup de démonstrations, c'est-à-dire 140 démonstrations réalisées, 30 déplacements en BU, business unit, une enseigne dans un pays. C'est 47 déploiements en production, ça veut dire des applications qui sont utilisées tous les jours par des gens. C'est 75 millions d'euros dans les caisses de l'entreprise, et si l'on compte simplement la performance de ces outils projetés sur l'année en glissante devant nous, c'est 200 millions d'euros de chiffre d'affaires additionnel. Et c'est bien du chiffre d'affaires additionnel, c'est du chiffre d'affaires riche, comme on l'appelle chez nous. C'est-à-dire ça ne nécessite pas l'ouverture d'un magasin, ça ne nécessite pas l'ouverture d'un nouveau canal de distribution, ça se base sur l'existant, ça optimise nos performances de l'existant. Ensuite, il faut mettre les gens ensemble, et ça, c'est la culture. L'aspect culturel, c'est de considérer que les sujets ne se traitent pas depuis les services centraux, ne se traitent pas depuis le siège. Bien sûr, nous avons une action, bien sûr, nous sommes contributeurs, mais la partie la plus efficace, c'est la partie qui va se trouver au local. Et donc, on a déployé 2 réseaux. Un premier réseau qu'on appelle les Data Advocates, qui sont dans chacune des entreprises un passionné de la data, qui est le relais de l'ensemble de nos actions, et qui est animé par un community manager qui me rapporte directement. Et ensuite, des data leaders, qui sont des chief data officers délégués, locaux, d'accord, avec qui je décide, et nous travaillons ensemble pour définir les actions et les stratégies data pour ADO. Si on n'implique pas les entreprises dans ce changement, et si ça vient que de la partie groupe, c'est lié à notre culture, dans certaines entreprises, le groupe a toute légitimité à décider pour les autres, ce n'est pas le cas chez nous, eh bien, on ne transforme pas. D'accord ? Et c'est absolument crucial que des gens, localement, qui parlent polonais, qui parlent espagnol, qui parlent italien, qui connaissent la culture de l'entreprise, qui connaissent l'écosystème local, soient capables d'animer cette transformation culturelle. Au demeurant, on la travaille ensemble, on partage des outils, etc. Mais c'est eux qui ont cette responsabilité. Et moi, avec mes équipes, nous sommes en support de leurs actions. Troisième élément, j'aime beaucoup cette phrase qui dit « on va communiquer sur les résultats ». C'est ce que je fais un petit peu aujourd'hui avec vous. On va communiquer. Et Georges Bernard Shaw dit le plus gros problème avec la communication, c'est de croire qu'elle a eu lieu. En fait, on n'a jamais assez communiqué. Et pour vous donner un ordre de grandeur, les premières années de création du Data Lab chez ADO, mon budget communication était supérieur à la totalité de mon budget infrastructure plus data scientist. Et c'est très important. Parce que 140 000 personnes à qui vous devez transmettre de l'information dans une entreprise qui transmet une quantité colossale d'informations sur des centaines d'autres sujets, la responsabilité sociale et environnementale, l'ouverture des magasins, l'ouverture des nouveaux pays, les nouvelles gammes de produits, et j'en passe et des meilleurs, si vous ne passez pas au-dessus du bruit ambiant, d'accord, vous êtes inaudible. Donc, dans les actions menées, c'est bien sûr un point d'entrée unique de toute l'information autour de la donnée chez ADO, data.ado.com, facile à retenir, c'est comme un site web pour le grand public, dans lequel nous animons, toute une équipe anime en permanence
eh bien, le recueil d'informations, la documentation, des vidéos, la captation des événements, comme vous le faites aujourd'hui ici, faire parler les gens dans les BU. Donc voilà le genre de vidéos que l'on fait. Un des premiers sujets que l'on a fait, c'est un outil de ciblage marketing pour des campagnes mail, d'accord, faite par... l'idée de départ vient d'Italie, c'est le directeur marketing de l'Italie qui a cette idée, qui travaille avec nous au siège sur la mise en œuvre de ce prototype et qui, au bout de 8 mois, voilà, témoigne en disant voilà, nous en Italie, on a fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires additionnel. Coucou les gars, si ça vous intéresse, appelez-moi, appelez Delta Lab et on voit comment le déployer chez vous. Ça a beaucoup plus de poids que ce soit lui qui le fasse que moi. Parce que lui, il est légitime auprès de l'ensemble des directeurs marketing et des directeurs marketing clients des enseignes Leroy Merlin. Voilà. Évidemment, on ne fait pas que ça, on parle des produits que l'on déploie, on va parler des BU, bien sûr, là, des exemples de ce qui se passe en Russie, on va dans les pays, on a ce qu'on appelle un Data Live Tour. Donc ça fait partie du plan de communication. Hein. C'est 1 journée et demie dans une business unit. Moi, l'après-midi, je prends en charge le comité de direction et je leur fais une vue d'ensemble de ce que c'est data-driven, d'un point de vue un peu vision, stratégique, théorique. Et le lendemain, des équipes data science prennent des acteurs métiers et déroulent point à point des cas d'usage réutilisables pour les faire rentrer concrètement dans les sujets. On termine la journée avec une sélection de 3 cas qui seront déployés dans la business unit pour générer déjà des premiers résultats. On maintient un annuaire de tous les gens qui sont autour de la data, on appelle ça le Who's Who, et donc qui est mis à jour par les data leaders dans les BU et qui permet de savoir qui travaille sur quoi, qui a quelles compétences et qui fait quoi dans l'ensemble des entreprises d'ADO. C'était essentiel, hein. La culture, c'est mailler, tisser des liens entre les personnes pour qu'elles se rencontrent. On organise évidemment des événements, je vais revenir un coup en arrière. On organise des événements, on a parlé du Data Hacking Day, c'est un événement, un hackathon, dont vous avez eu l'ouverture là. On fait aussi un Data Driven Days, qui est davantage orienté sur le business et qui est comme un TED, mais orienté sur de l'ouverture, de l'acculturation autour de la data. Et on anime tous les 6 mois un événement majeur de cet ordre-là. On fait aussi des événements encore plus grands. On vient de terminer là sur Paris, 3 jours où on a fait, chaque journée, on a répété une journée où on a vu passer plus de 900 personnes de nos business units autour de la data, événement que l'on a fait en partenariat avec Google. Donc, il faut embarquer tout le monde. Ce n'est pas pour les happy few des sièges, d'accord ? Ce n'est pas pour certaines catégories de personnes. En tout cas, notre détermination avec Florent, c'est que ça touche 140 000 personnes. Il faut que 140 000 personnes, sans exception, deviennent et une part de leur culture liée à la data. La data, c'est aussi l'accessibilité à la data. Si vous ne rendez pas accessible cette information, eh bien, elle ne va pas être utilisée. Eh bien, l'on crée au-dessus de, alors vous appelez ça comme vous voulez, un data warehouse, un data lake, voilà, peu importe les noms. On crée, nous, un moteur de recherche qui est une barre comme celle de Google et qui permet de trouver l'ensemble des données disponibles d'ADO. Bien sûr, le travail étant de les répertorier, de les indexer et de les rapatrier. C'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. On est à 80% du chemin. Donc vous tapez Leroy Merlin, vente, et vous avez l'ensemble des datasets des ventes de l'ensemble des business units, quel que soit le pays, et vous les avez sous tous les formats qu'on est capable de traiter, soit historiques, soit nouveaux, soit via des API, soit via des topics Kafka, c'est pour les gens qui sont des geeks de ces sujets. Si je reprends mon triangle de départ et que j'essaie de remplir un petit peu chaque case pour vous donner un peu l'ampleur, évidemment en 20 minutes, c'est difficile de vous expliquer la transformation culturelle dans son ensemble. J'essaie de vous donner le goût de ce qu'on essaye de faire et de ce sur quoi on est engagé. Donc, réellement, c'est quoi ? Eh bien, c'est 180 cas d'usage traités depuis 3 ans. Donc, on commence à avoir une bibliothèque quand même assez intéressante de choses qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas, et aussi pas mal de choses qui sont liées à de la sérendipité, c'est-à-dire en cherchant un sujet, on en a trouvé un autre qui lui était intéressant, on a abandonné le premier, on en a trouvé un second qui est beaucoup plus intéressant et qui va être réutilisé ensuite au fil du temps dans d'autres cas. Des solutions en production, c'est essentiel, c'est vital. À la limite, il vaut mieux en mettre qu'une seule en production et surcommuniquer dessus que de faire 50 POC et d'en avoir rien mis en production, c'est ma conviction. Je la partage. L'effort est sur la mise en production et c'est souvent un sujet négligé.
Nous avons chez ADO une équipe dédiée à ça, parce que ce n'est pas le même métier que faire de la data science. Les data scientists font des POC, et nous avons une équipe dédiée qui fait de l'industrialisation, qui peut prendre d'ailleurs 10 fois, 20 fois plus de temps que de faire le POC en lui-même. Et on travaille sur l'ensemble des domaines métiers de l'entreprise. Il n'y a pas de discrimination. Supply chain, digital marketing, e-commerce, finance. On fait même de la prédiction du besoin en fonds de roulement du groupe. Donc on va jusqu'à des sujets finance. Ensuite, il y a la notion d'efficacité. Donc là, c'est pour ça qu'on travaille cette transformation avec le Global Leader Performance, donc Florent, que vous avez vu tout à l'heure en vidéo, et l'on redéfinit avec lui quels sont les nouveaux KPI de l'entreprise, des KPI data-driven. Pourquoi? Parce qu'un KPI, si vous en définissez un nouveau, eh bien, vous allez influencer la manière dont les gens se comportent pour essayer d'atteindre les objectifs qu'on se fixe sur ces nouveaux indicateurs. Si je vous anime sur la croissance de chiffre d'affaires à surface égale, eh bien, vous allez essayer de comprendre tous les leviers qui sont à votre disposition pour augmenter le chiffre d'affaires de votre magasin à surface égale. Si maintenant je rajoute à ça le taux de transformation des visites magasins, au même titre qu'on fait des taux de transformation de tunnels de commande dans le e-commerce, et que ça devient un nouveau KPI de performance gestion en magasin, bien vous allez essayer de comprendre quels sont les leviers que vous avez pour augmenter ou améliorer votre taux de transformation. Et donc, vous allez avoir besoin de data, et donc vous allez commencer à rentrer dans les sujets, parce que c'est comme ça qu'on va mesurer votre performance. Il faut mesurer la valeur réelle. Alors, chaque entreprise a son indicateur phare. Nous, retailers, basique, c'est le chiffre d'affaires additionnel. Donc, c'est ça qu'on mesure en premier. Bien sûr, plein d'outils ont des avantages autres que le chiffre d'affaires, peut être de la productivité, peut être du temps gagné, peut être de la satisfaction client. Mais ça se mesure, c'est sonnant et trébuchant, et ça parle au business. On a développé un outil d'auto-évaluation de la maturité data-driven que l'on déploie dans l'ensemble des BU, et on joue le jeu de la transparence. Ce n'est pas du tout une notation scolaire, c'est une évaluation pour savoir où est-ce qu'on en est dans chacune des BU. C'est multidimensionnel, il y a des aspects de culture, des aspects de data, des aspects de sécurité, des aspects de disponibilité. Et quand quelqu'un est performant dans un domaine, il va aller voir celui qui est moins performant ou vice-versa, et ça crée de l'entraide. L'idée pour nous étant de voir si globalement les démarches que l'on déploie ont un résultat autre que le chiffre d'affaires, puisque on est bien sur la transformation culturelle. Donc on veut qu'à la fin, ce ne soit plus un sujet. Et puis, certains en ont parlé, la mise en production, ça nécessite d'être très proche des actes métiers, des gestes métiers, des processus métiers. Et donc, il faut des UX designers spécialisés dans la data qui vont venir vous aider à mettre ça en œuvre concrètement dans les outils du quotidien. Et les outils du quotidien, ce n'est pas Excel et ce n'est pas le mail. Ensuite, il y a autrui. Donc, autrui, c'est comment est-ce que j'établis des modes de coopération. C'est ce qu'on fait avec les réseaux d'expertise à travers ADO. C'est tous les témoignages que l'on filme, que l'on décrit, que l'on écrit, les livres blancs, peu importe, on fait énormément de choses, des articles que l'on fait pour partager, interne ou externe. Et c'est évidemment les grands événements pour que les gens se connectent. Ça crée de la culture commune. Évidemment, à partir de ça, on se raconte des histoires. Voilà. Et la culture, c'est aussi les héros, les gens, les pionniers. Et donc, ces histoires-là sont transmises à l'occasion de ces événements. Et c'est ça qui refonde une culture. Qui dit soit vis-à-vis des autres, dit aussi, c'est quoi ma mission? Qu'est-ce que je fais? Et donc, ça nécessite de travailler là, pour le coup, avec les ressources humaines, essentiellement, pour redéfinir ces nouveaux métiers, formaliser les nouvelles pratiques, évidemment communiquer sur ce que ça signifie, faire circuler les connaissances et puis modifier les parcours de formation, les parcours certifiants. C'est quoi un directeur marketing demain qui est data-driven? C'est quoi un directeur supply chain demain qui est data-driven? C'est quoi un conseiller de vente en magasin demain matin qui est data-driven? Et ça, il faut le redéfinir. C'est très important. Il faut dire qu'est-ce qu'on attend maintenant de ces personnes si elles utilisent la data au quotidien pour être plus performants qu'avant. Ensuite, il y a soi. Et donc, soi, c'est tout ce qui est autour de la formation, de la valorisation. Comment est-ce qu'on réévalue la performance des personnes? Conférer ce que j'ai dit au tout début. Donc, il va falloir lever les peurs, les doutes. Bien sûr, les doutes, il y en a, et les peurs, il y en a. Si là, à l'instant, je commande une voiture autonome, d'accord, et que je vous dis, vous allez à Roissy-Charles de Gaulle avec cette voiture, est-ce que vous y allez ou pas? C'est une question de peur, c'est une question de doute, c'est une question de confiance.
Et ça, c'est une question qui va se poser à chaque fois qu'un sujet autour de la data ou de l'intelligence artificielle va émerger dans l'entreprise. D'accord ? Celui-là est assez emblématique, mais ça correspond réparer ou régler une machine. Pourquoi est-ce qu'on ferait confiance à un algorithme plutôt qu'à l'expertise de 30 ans des ingénieurs ? Je ne sais pas. Et certains vont y croire tout de suite parce que ce sont des early adopters et d'autres vont plutôt être en résistance. Comment est-ce qu'on lève ces doutes-là ? Adapter le management, on ne manage pas évidemment des équipes data comme on manage d'autres équipes, ça c'est évident, mais surtout on ne manage pas quelqu'un qui dans un magasin a une appétence à la data et veut l'utiliser de la même manière qu'une autre personne. Il faut adapter le management. Il faut donc poser les fondations de la confiance dans le sujet de la data. Et puis il faut agir. Et donc c'est de l'aide à la décision. Nous, jamais on ne dit que ça va remplacer les personnes, jamais. D'ailleurs, Florent l'a dit, c'est data plus humain, hein, c'est vraiment les deux. Donc c'est l'augmentation, je crois qu'on est à peu près tous d'accord sur ce sujet. En tout cas, aujourd'hui, ça ne l'était pas il y a quelques années, mais aujourd'hui, tout le monde est à peu près d'accord, je crois. C'est passer à l'action, c'est de l'intégration très fine dans les processus métiers existants. Ce ne sont pas des outils à côté, sinon ça ne change pas la culture. Et puis, c'est surtout une capacité d'agir là où je suis, dans mon métier, avec les gens qui sont autour de moi. Et si jamais vous avez encore un doute sur la confiance ou le changement culturel lié à la data, posez-vous la question dans ce domaine-là. Si un jour votre médecin vous dit « bonne nouvelle », d'après Google, vous n'avez rien. Laurent. Et je suis à 10 secondes près dans les temps. On a un petit peu de temps pour les questions. questions. Allez, qui veut ouvrir le bal ? Merci, extrêmement intéressant, extrêmement structuré comme présentation. Alors je suis extrêmement impressionné parce que je ne connaissais pas le groupe ADO. Vous vous présentez, Philippe, peut-être ? Pardon, Philippe Kérégnard, je suis chez Bouygues Télécom. Et alors par contre, j'ai regardé sur Wikipédia la fiche, c'est 5, et quelques milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, donc 200 millions par an de bénéfices directement la première année. Je suis extrêmement impressionné et je n'arrive pas enfin, d'où ça vient exactement. C'est-à-dire qu'il y avait des gens dans les magasins qui avaient plus de stock et donc on perdait des achats. Enfin, comment est-ce que vous faites les 200 millions très concrètement ? Je vous donne... alors, 5 milliards, c'est les chiffres de Leroy Merlin de 2018. Moi, je vous parle du chiffre d'affaires du groupe, donc il faut le comparer à 25 milliards qu'on vient de faire au mois de novembre. Et c'est pas du bénéfice, c'est du chiffre d'affaires. Voilà, juste pour être précis. Donc c'est du chiffre d'affaires riche, mais c'est quand même que du chiffre d'affaires. C'est pas de la marge. Donc, un exemple de comment est-ce qu'on fait du chiffre d'affaires additionnel. Dans nos magasins, depuis des années, on vend des housses de salon de jardin pour protéger votre salon de jardin l'hiver, des feuilles, de la pluie, etc. Historiquement, les chefs de produits et centrales d'achat vendent ces produits-là comme des produits complémentaires des salons de jardin que l'on vend l'été. On regarde les historiques de vente, on regarde l'état des stocks, et on se rend compte qu'il y a donc une saisonnalité l'été, qui est la saisonnalité des housses de jardin. Et puis on regarde le reste de l'année, il ne se passe rien, c'est un produit hyper saisonnier qui arrive au début de l'été, et après on n'en vend plus. Ça, c'est hier. Aujourd'hui, on fait quoi ? On se dit, tiens, si on ne regarde que nos historiques de vente, et si on ne regarde que l'état de nos stocks, et que la connaissance de nos chefs de produits, on se regarde le nombril à longueur de journée. Allons voir à l'extérieur si on peut avoir une connaissance supplémentaire. On va chercher Google Trends et on fait un mapping un peu intelligent entre les mots-clés de recherche sur le site Leroy Merlin et le suivi des trends sur le moteur de recherche de Google. Et là, aux surprises, on se rend compte que là où c'est le plus recherché les housses de jardin, c'est pas du tout l'été, c'est au début de l'hiver. Très bien. Le chef de produit se dit, bon, on va tester. On prend des box, on met ça en tête de gondole, d'accord ? Le premier magasin qui essaye, il fait 12% de croissance supplémentaire sur cette famille de produits, sur un historique de moins 12. On essaye sur 15 autres magasins et on fait 500 000 € de chiffre d'affaires supplémentaire. Le chef de produit se dit, l'année prochaine, je vais mettre des housses en tête de gondole à cette saison. C'est un exemple. Voilà. Et dès comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines. Donc c'est pas rocket science, hein. Vous voyez, ça c'est comment est-ce que je réinterroge la saisonnalité de mes produits. C'est vraiment le basique du retailer. Eh bien, si on n'y prend pas garde, et si on ne fait pas cette approche data-driven en s'autorisant à se dire ce que je pensais avant, c'est sûrement pas ça, ou ça peut être amélioré, on ne progresse pas. Est-ce que vous avez essayé de mettre en place des barbecues pour les crêpes ? Ben, vous savez quoi ?
il y a une saison des barbecues l'hiver, au moment de Noël. On l'a découvert de la même manière. Pourquoi? Parce que c'est un cadeau. Et ça, on ne l'avait jamais détecté. Voilà. On Et n'y donc, pense tout pas. ça, ce sont plein d'opportunités. Pour la Saint-Valentin, peut-être. Ce sont plein d'opportunités. Voilà. Je pourrais vous en citer d'autres. On pourra en parler après. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien sûr, une autre question. Merci beaucoup pour l'intervention. Pour une entreprise qui a mis en place les fondations, le Data Lake, les Data Scientists, et qui a peut-être encore une marche à franchir avant d'arriver à tout ce que vous avez pu présenter, la première étape, la première marche que vous conseillerez, ça serait laquelle? Je vais répondre de manière philosophique parce qu'il faudrait être dans le contexte de l'entreprise. C'est dans la culture actuelle de votre entreprise d'identifier, quel est le principal frein à ce que ça se déploie pour chez tout le monde, et puis saquer dedans. Voilà. Et deuxièmement, vous dire que votre défi, c'est d'aller chercher la personne qui est la plus éloignée de vous de ce sujet et de la faire basculer. Si ça, vous y arrivez grâce à des sujets de data, grâce à de la communication, grâce à de la formation, grâce à tout ce que vous avez à votre disposition, vous êtes sur le bon chemin. Moi, j'ai l'exemple du supply chain dont Oui. Donc ça, c'est un changement de mindset. Une personne de la supply chain qui vient nous voir et on a des problèmes, évidemment, comme tous les retailers, de qualité de service de nos fournisseurs. Donc parfois, des fournisseurs ne livrent pas les bonnes quantités, les bons produits à temps et tout ça. La conséquence, c'est quoi? C'est évidemment une promesse client en magasin qui est détériorée. On est venu nous voir et le réflexe classique, c'est regarder dans le rétroviseur. C'est un vocabulaire que j'utilise beaucoup dans l'entreprise, c'est je fais du reporting. Et donc la question ce qu'on nous demande, c'est sortez-moi le reporting de l'ensemble des fournisseurs défaillants. Je dis d'accord, et donc on va faire quoi avec ça? C'est quoi l'action derrière? Alors, on va mettre des amendes. Je dis non, mais c'est pas notre cœur de métier de mettre des amendes à les fournisseurs. D'accord? Notre cœur de métier, c'est de faire en sorte que la satisfaction de nos clients soit au rendez-vous. Donc, si on change d'état d'esprit, et si on se dit, le problème, c'est pas de détecter quels sont les fournisseurs qui sont défaillants, qui étaient défaillants hier, c'est de détecter ceux qui vont l'être. Là, on passe dans une démarche prédictive et on se dit, est-ce qu'on peut développer un algorithme qui va permettre de prédire qu'un fournisseur, dans 3 semaines, 1 mois, il va être défaillant? Et là, on a changé d'état d'esprit. Et là, on peut avoir des conséquences extrêmement positives sur la disponibilité de nos produits en magasin. Bien sûr, reste à l'expert de trouver, une fois qu'il a cette information, ce qu'il a à faire. Pour certains produits, c'est facile. Il peut avoir un deuxième fournisseur qui lui fournit le même produit. Parfois, on va mettre un produit similaire ou complémentaire en avant pour compenser le fait que le produit n'est pas là. Et il y a toujours de l'intelligence humaine derrière. Mais cette information est cruciale et elle permet d'anticiper. Et là, on a un prédictif qui sert vraiment à quelque chose, qui permet d'agir aux gens pour les personnes qui sont au magasin. Changement de mindset. On me demandait d'éclairer ce qu'il y avait derrière moi. Driven, en anglais, c'est conduire. Essayer de conduire avec le pare-brise noir et en regardant que dans le rétroviseur, c'est pas facile. Merci Laurent pour cette brillante conclusion. Merci. Oh bon, c'est moi qui vous remercie de nous avoir fait profiter de cette expérience.